Bon alors bonjour à toutes et à tous. C'est le matin donc il y a un petit peu moins de monde. Voilà, alors d'abord on est heureux de vous accueillir aujourd'hui et on vous remercie de votre présence voilà, pour ce temps d'échange qui portera sur les pratiques scolaires et le sport dans les territoires, mais au travers d'un prisme particulier qui est celui de la qualité d'usage et de la qualité environnementale des équipements sportifs. Alors ces deux sujets, ils peuvent paraître incompatibles, mais on pense que nous on pense qu'ils peuvent être plutôt fédérateurs et particulièrement qui peuvent servir au développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre. Voilà. Donc, pour traiter de cette question, on a invité Catherine Léonidas, qui est première adjointe à la mairie de La Rochelle, qui est vice-présidente de l'ANDES et co-rapporteur de la commission sport, jeunesse et éducation. Et puis Sylvain Quirion, qui est prof de PS dans un collège du Val d'Oise, qui est responsable national du SNEP-FSU, qui est le syndicat majoritaire des profs de PS et qui regroupe aussi les professeurs de sport. Et il est en charge en particulier des équipements sportifs au sein de son organisation syndicale. Voilà. Donc je vais faire une petite introduction avant de vous donner la parole, comme ça vous aurez un petit peu la température. Voilà. Donc on sait qu'aujourd'hui, les gestionnaires d'équipements sportifs, ils sont confrontés à la fois à des contraintes financières fortes, notamment en raison du coût de l'énergie qui explose, et à des injonctions environnementales importantes. Et pour ne pas les nommer, le nommer, le décret tertiaire que vous connaissez peut-être tous et toutes. Voilà. Mais pour autant, malgré ces deux difficultés, les usagers, quels qu'ils soient, ils ont besoin d'équipements sportifs fonctionnels qui répondent à leurs besoins, aux besoins de leur pratique et de leur singularité. Et donc, s'ils n'ont pas ces équipements qui répondent de la meilleure façon possible, eh bien, on risque de les voir fuir ou se désintéresser de la pratique sportive. Voilà. Donc, le double défi de la gestion des équipements sportifs dans nos territoires, c'est bien de répondre aux exigences de la qualité d'usage, notamment en termes d'accessibilité, de la diversité des pratiques, de la diversité des pratiquants, tout en respectant des normes environnementales ambitieuses pour aujourd'hui. Voilà. Donc la question de la mutualisation des équipements sportifs, elle devient centrale aujourd'hui. Donc comment on partage, comment on optimise les infrastructures pour accueillir à la fois le public en loisirs, le handisport, le parasport, le sport santé, le scolaire, la compétition, l'entraînement, etc. Sans compromettre d'un côté la performance sportive et de l'autre côté l'éco-responsabilité. Donc voilà, alors je vais vous proposer à chacun de répondre à cette petite question qui n'est pas simple. Voilà. Allez, bon alors Sylvain. Merci. Pour commencer avec un état des lieux peut-être rapide, on fait nous le constat de la vétusté et le besoin d'une rénovation globale du parc d'équipements sportifs sur le territoire. Le constat il est partagé et connu de tous. 85% des équipements sportifs ils datent d'avant 2005. Donc ils ont été construits sur une réglementation thermique qui est celle de 1988. Et pour atteindre l'objectif que s'est fixé l'État en 2030, il faudrait que l'on puisse rénover avant cette date 80% des gymnases sur le territoire. On fait également le constat d'une grande inégalité territoriale d'un point de vue du parc d'équipements sportifs, puisqu'il est très dépendant de la richesse des collectivités, ce parc, et son état. D'une ville, d'une collectivité à une autre, en fonction de sa richesse, elle va davantage avoir les moyens de pouvoir l'entretenir, le rénover ou en construire davantage. Donc finalement, les conditions de l'enseignement de l'EPS, mais également de la pratique du sport en général, on constate qu'elles sont plutôt dégradées. Cela étant posé, le sujet c'est d'allier la qualité d'usage et environnementale pour essayer de dépasser ce constat. Nous au SNEP, on a fait des propositions concrètes à travers le référentiel RESET, le référentiel des équipements en transition environnementale. On a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le territoire en termes de construction. On a recensé, on a compilé tout ce qui pouvait se faire et on a fait des choix. Des choix qui permettent la transition environnementale
tout en ne dégradant pas la qualité d'utilisation et la qualité des pratiques sportives. L'idée, c'était d'adopter une approche innovante et de recueillir de nouvelles approches, par exemple sur l'éco-conception des bâtiments avec des choix de matériaux, sur la production d'énergie décarbonée dans les équipements sportifs, de la ventilation, du chauffage, de l'éclairage avec des approches innovantes, de l'optimisation également numérique de la fonctionnalité du bâtiment, mais aussi des financements relativement innovants. Et à travers ça, il y a une nécessité, selon nous, d'exemplarité pour les générations futures. En prenant en compte ces différents éléments, ce que l'on va léguer aux générations à venir, ce sera très dépendant de la pratique qu'ils vont pouvoir avoir, eux, dans ces équipements. Donc non seulement on doit selon nous, réduire l'empreinte carbone de façon très, très immédiate, mais aussi répondre aux besoins non seulement des usagers actuels, mais des usagers que l'on aura à l'avenir et des usagers des années 2050, 2060, 2070. Associé à cette exemplarité qui est nécessaire d'un point de vue transition environnementale, il y a une nécessité aussi d'usage optimal des équipements sportifs. Et ça, c'est la mutualisation qui doit permettre l'optimisation de l'utilisation des équipements. Et ça peut se faire à la seule condition qu'il y ait une qualité d'usage qui permette à tous les usagers justement d'être accueillis dans ces équipements qui soient fonctionnels. Il est donc pour nous essentiel que les collectivités, les associations sportives, les établissements scolaires, les gestionnaires d'équipements sportifs, eh bien, ils coopèrent pour garantir un accès partagé aux installations sportives. Il y a donc une nécessité de co-conception pour que cette mutualisation elle fonctionne. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait une consultation de tous les usagers, de tous les experts qui utilisent ces équipements lorsqu'ils sont construits, lorsqu'ils sortent de terre. Concrètement, par exemple, réfléchir en amont aux espaces de rangement, réfléchir en amont aux différents tracés que l'on fait dans un gymnase ou sur un stade, réfléchir aux vestiaires qui soient en nombre suffisant, qui soient fonctionnels. De la même façon, réfléchir à ce qu'il y ait une modularité très facile, très simple et très simple des différents espaces de jeu, de pouvoir passer d'un espace de jeu à un autre en fonction des usagers qui s'enchaînent. Permettre de mutualiser, c'est aussi permettre de mutualiser les financements. Et là, pour nous, l'État, il doit prendre sa part. Pour nous, l'État ne le prend pas suffisamment sa part sur ces questions-là. On estime que l'État devrait participer à hauteur de 50% sur ces questions-là si on veut vraiment aller vers une transition environnementale, si on veut vraiment qu'il y ait un pas qui soit fait par les collectivités, l'État doit prendre sa part. Malheureusement, s'il ne le fait pas, eh ben, on va rester dans le constat qu'on faisait au début d'une inégalité sur le territoire. Et donc, les collectivités, les municipalités les plus riches pourront se permettre cette transition, les autres non. D'un point de vue économique, on considère aussi que rénover, ça vaut le coup. Et investir, ça permet de faire des économies. Puisqu'une rénovation lourde d'un équipement sportif, ça permet 60% d'économie d'énergie. Et une construction passive, donc, qui a un surinvestissement de 10% lorsque l'équipement sort de terre, eh ben, il est rentabilisé en 6 ans en moyenne en coût de fonctionnement. Alors c'est deux postes de dépenses qui sont différentes, l'investissement et le fonctionnement, mais si on réfléchit au global d'un point de vue économique, eh bien, on voit que finalement ça vaut le coup. Malheureusement, la difficulté qu'on peut avoir, c'est que la question des équipements sportifs, c'est du temps long. Le temps de construire, de concevoir, de sortir de terre un équipement sportif, ça ne correspond pas toujours au temps électif, au temps électoral. Donc ça, c'est une difficulté qu'il faut qu'on réussisse à dépasser, parce que les équipements, ils doivent être accessibles pour les citoyens de demain. On doit les réfléchir au service de ces citoyens, au service du sport de demain aussi, et au service de la planète de demain. Et donc pour conclure,
pour qu'il y ait une convergence entre la qualité d'usage et la qualité environnementale, ça ne doit pas être un choix entre l'un ou l'autre, mais on devra en faire une obligation et ça devrait être central dans toute conception maintenant d'équipements sportifs, de faire converger ces deux éléments. Et que finalement l'ambition, ça n'est pas seulement de répondre aux besoins actuels, mais c'est bien de léguer des infrastructures qui soient exemplaires aux générations futures. Les besoins actuels, on l'a dit, en termes sportifs, nous au SNEP par exemple, les besoins actuels, on considère que les élèves devraient passer maintenant à 4 heures de PS sur toute leur scolarité pour s'engager davantage et pour qu'il y ait davantage de pratiques et d'engagement aussi ensuite vers le sport. Et donc il nous faut plus d'équipements sportifs. Et plus d'équipements sportifs, ils doivent être maintenant construits de façon exemplaire pour qu'on puisse les léguer aux générations futures. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvain. Oui. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous, collectivités, par exemple, Sylvain, 85% des équipements sportifs sont financés, gérés, entretenus par les collectivités. 85%, c'est énorme. C'est un budget énorme. Quand tu parles de 2005, moi, sur ma ville, c'est plutôt la fin des années 70. Donc, inutile de dire que les gymnases sont des passoires thermiques, évidemment, donc qui coûtent très cher à l'entretien. Voilà. Alors, ensuite, nous avons une autre problématique. La problématique, elle est celle dont tu as parlé, c'est-à-dire d'accueillir. Alors, si je fais dans la journée, d'accueillir les scolaires toute la journée, une succession de classes, et donc avec cette praticité des vestiaires, le nombre suffisant pour qu'il n'y ait pas de rencontres, etc., etc. Et puis à un moment donné, il faut que ce gymnase soit accessible alors à toutes les associations, à tous les clubs, que ce soit vraiment du loisir, les clubs avec des sections handi, donc il y a cette adaptabilité aussi à prendre en compte. Et puis encore plus tard, il faut que cette salle, ce gymnase, soit dédié. Moi, par exemple, j'ai une équipe qui vient de monter en Pro A en basket. Et jusqu'à présent, la journée, j'avais des scolaires à l'intérieur. Donc pour s'entraîner pour l'équipe de basket, c'est très compliqué. Donc ce qui est compliqué, c'est à la fois, on doit avoir le sport pour tous, le sport scolaire, et puis le haut niveau, quand on a du haut niveau, ou même si on joue qu'en N2, ou quel que soit, eh bien, il faut que ce gymnase corresponde à tout ça. Et là, c'est d'une complexité énorme, puisque sur le très haut niveau, on a des exigences des ligues qui frôlent parfois l'indécence. Oui, parce qu'il nous faut 15 vestiaires, 15 salles pour les arbitres, une salle pour le dopage, un centre de presse. C'est énorme. Et nous, on est confrontés à tout ça. Avec une augmentation de la pratique pour tous, on a quand même, et heureusement, de plus en plus de pratiquants. Alors pas forcément des jeunes, mais toute la population. Et donc nous, on a à faire concevoir et multiplier ça. C'est une problématique importante, liée. Alors évidemment, après, il y a tout l'aspect transition écologique. Et donc, on doit réfléchir à un autre format, une autre formule. Alors à l'ANDES, on est en train de travailler, donc l'Association nationale des élus en charge du sport, on est en train de travailler avec le ministère des Sports sur un projet. On imagine, comme dans les années 60 ou 70 pour les plus âgés d'entre vous, mais je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, on a eu les 1000 piscines tournesol. Vous savez, il y avait une catastrophe au JO à Rome, où 0 médaille. Donc, à l'époque, le général de Gaulle a dit qu'il va falloir que ça change. Donc, notamment en termes de piscines, on a eu les piscines tournesol. Donc, ça y est, elles ont presque toutes disparu. Alors là aussi, passoires thermiques, etc. Mais n'empêche que ces piscines ont permis à toute la population d'aller nager, de s'entraîner, de performer, etc.
Et donc là, l'idée, c'est d'avoir eh bien non plus les piscines, même si on a aussi un plan piscine à faire, hein, c'est d'avoir des gymnases, alors que nous on appelle 3S. Le gymnase 3S, c'est un gymnase qui serait sobre. Le S, c'est la sobriété, hein, sobre en foncier, puisque toutes les villes, nous sommes confrontés à des problèmes de foncier. On n'en a pas, ou ils sont très chers, ou ils sont alors, dans des espaces boisés classés, dans des espaces protégés, dans des espaces sauvegardés. Donc alors là, avec l'État, c'est compliqué de travailler à ce niveau-là. Donc sobre en foncier, la sobriété en foncier, la sobriété financière. Hein. Alors nous, ce qu'on estime, une sobriété financière, c'est un équipement, allez, à pas plus de 3 millions d'euros, entre 1,5 et 3 millions d'euros. Et puis une sobriété d'entretien aussi, de gestion. Parce que, tu l'as dit, les fluides, on a été obligé de prendre des mesures. Là, après la montée des fluides, on a été obligé de prendre des mesures. On a réduit le chauffage dans les gymnases. Moi, j'ai même fait dans certains gymnases, enfin pas gymnases, mais dans certaines salles et tout ça, il n'y a pas d'eau chaude. Hein. Voilà, parce que c'était juste impossible. C'était multiplié par 3. Donc ce gymnase doit être sobre en foncier, sobre financièrement dans la construction et sobre en gestion, en énergie, etc., etc. Donc on est en train de travailler sur ce sujet avec le ministère des Sports. Et puis ensuite, l'idée c'est que le ministère des Sports, puisque ça c'est pas notre boulot, mais travaille avec ici là, toutes les entreprises qui sont là pour essayer de trouver un modèle qui corresponde à la fois à tous les besoins dont tu as parlé. Alors, on ne va pas être sur les besoins de nos équipes en élite, mais on n'en a pas tous et ça ne dure pas. Enfin, voilà, ça varie. Mais trouver cette formule, ce gymnase, qui va permettre à la fois de répondre à ce que tu as dit, hein, à la transmission aux générations futures. Cette sobriété énergétique, elle est indispensable. Donc on est en train de travailler sur ce projet et on imagine 1000 gymnases disséminés dans toute la France et en Outre-mer, parce que nous on a nos collègues d'Outre-mer qui sont dans des difficultés bien plus importantes. Alors après, la participation de l'État, là tu es très optimiste et volontariste. Alors j'adhère à la volontarisme, mais en fait dans la réalité c'est un peu moins que ça quand même. Hein. Et ça, c'est un vrai souci, là, en ce moment. Et puis là, on attend de savoir à quelle sauce financière, de loi de finances, on va être confronté. Et voilà, donc oui, on est en accord avec cette demande, avec ces besoins. On a les mêmes, on analyse les mêmes besoins. Et on espère qu'on va déboucher sur une proposition et sur une espèce de révolution quand même dans ces gymnases-là qui soient utilisables toute la journée, par tout le monde, tous les soirs. Nos équipements sportifs, la plupart d'entre eux, ça commence à 7h le matin et ça finit à 22 ou 23h. Hein. Donc c'est énorme comme utilisation. Et là, je sors d'une réunion avec la Ligue de basket, enfin la Fédé de basket. La Fédé de basket, depuis 2 ou 3 ans, refuse 100 000 ont refusé 100 000 licences jeunes qui souhaitaient jouer au basket. D'une part parce que eux n'ont pas les encadrants dans les associations et nous n'avons pas de créneaux supplémentaires à proposer au club. Donc c'est une vraie problématique. À l'heure où on doit travailler sur la sédentarité, sur l'obésité, sur... cette année, c'était l'année bouge 30 minutes par jour, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur la façon dont ça a été géré. Mais en tous les cas, c'est un vrai défi. Je vous remercie tous les deux. Donc une petite question où il faudra répondre rapidement. Je voudrais revenir sur la question de la mutualisation, parce que c'est un mot que tout le monde emploie, mais pour vous, ça veut dire quoi? Ça recouvre quoi? Comment vous le gérez? Alors je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de planning? Voilà, je veux avoir la salle dans la journée, qui peut y aller, comment, etc. Bon, évidemment, un problème peut-être de conception, le haut niveau, l'entraînement de basket avec des panneaux très très hauts qui peuvent pas se bouger. Voilà. Et puis peut-être, alors peut-être Catherine, toi, ce sera peut-être plus là. Est-ce que tu as des exemples de gouvernance collaborative, des groupes de travail qui peuvent travailler cette question
d'un point de vue avec les collectivités, les établissements scolaires, les clubs, etc. Donc vous répondez chacun, vous avez 1 minute. Non, je rigole. Oui, oui, non, mais alors la mutualisation, oui, bien sûr, on tend vers la mutualisation. Alors elle est complexe, la mutualisation. Tout à l'heure, tu parlais des tracés, rien que ça, c'est très complexe, hein. Alors je sais que vous, prof de PS, vous pouvez, vos élèves sont habitués à avoir différents tracés, ils s'adaptent. Parce que nous, évidemment, on ne peut pas avoir des gymnases dédiés basket ou hand ou volley ou autres sports indoor. Donc cette mutualisation, elle est compliquée. Oui, on essaie de travailler avec nos différentes associations sur des répartitions. Alors, je vais donner un exemple de mutualisation, mais qui n'a rien à voir avec un gymnase, mais c'est sur une base de voile, parce que bon, voilà, La Rochelle est un peu réputée pour la voile, et donc on a réussi. On a une entreprise qui est arrivée sur le secteur. C'était Tribord qui voulait la filière voile de Décathlon, qui voulait travailler sur l'espace des minimes, là où il y a toutes les associations, toute la filière nautique. Donc, pour faire très simple, on a rasé 2 bases de voile, 2 clubs de voile historiques. On a construit Tribord, et en face, on a construit une seule base de voile. Et on leur a demandé chacun de refaire, mais ensemble, ce qu'ils savaient faire. C'est-à-dire qu'on a un club qui faisait plutôt du haut niveau, Pôle France, préparation olympique, régate, etc. Et puis l'autre club qui faisait plutôt de la voile scolaire, des stages, la voile pour tous. On leur a demandé de travailler ensemble. C'est très long, c'est très compliqué. Et ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande aussi d'avoir des interlocuteurs dans les associations qui comprennent la problématique de la collectivité. Bon, après, c'est sûr qu'on a un plus beau bâtiment quand on est tous ensemble, parce qu'on va y mettre plusieurs associations. Dans les gymnases, on y arrive, mais ce n'est pas simple, hein. Ce n'est pas simple. Et on a de plus en plus de demandes, d'exigences. C'est ce que je disais tout à l'heure sur des ligues et des fédés. Et ça devient très, très complexe. Parce que là, on est dans plusieurs associations, plusieurs règlements. Et on reste dans une complexité. Pour moi, cette question de mutualisation, ça doit être un premier pas. C'est là où il doit y avoir... l'idéal, ce serait qu'il y ait des groupes de travail qui réfléchissent et qui communiquent, hein, pour comprendre aussi les besoins que chacun a pour pouvoir s'adapter, et comprendre aussi que parfois certaines utilisations ne sont pas possibles ou certains aménagements ne sont pas possibles. Donc déjà s'écouter et puis de se réunir en groupe de travail avec les différents usagers, c'est toujours utile selon moi. Et il y a un des éléments qui permettrait la réussite de cette mutualisation, c'est notamment l'implantation, le lieu d'implantation d'un équipement sportif. Un équipement sportif qui soit à proximité des établissements scolaires. C'est forcément plus simple de l'utiliser sur une plus grande plage horaire et d'éviter les différents déplacements. Ce partage, il est à la fois sur du partage du temps. Alors ça, c'est peut-être ce qui pose le moins de problèmes, et encore que je ne suis pas certain, hein, parce qu'en journée, c'est davantage les scolaires qui vont pouvoir l'utiliser, les autres usagers en ayant moins besoin, encore que sur des pratiques de seniors, ça peut arriver qu'ils en aient également besoin sur la journée. Et ensuite, le soir, pendant les vacances, là, les associations en ont libre utilisation. Tu parlais aussi des espaces. C'est vrai que ce soit les tracés, que ce soit la disponibilité ou non des buts, des poteaux, des paniers, des panneaux de basket, tout ça, pour nous, ça doit être modifié très rapidement et de façon très simple, hein, pour que nos élèves de 6e, par exemple, puissent modifier très vite ou installer très vite un terrain de badminton. Il faut que ce soit pensé en amont pour que l'on puisse ensuite enchaîner également avec une autre activité. Puis un partage, une mutualisation qui doit être réfléchie aussi et qui doit être concertée, c'est le matériel, c'est les espaces de rangement qui peuvent être source de conflits, hein. Ça, c'est un côté très pratique, mais de le réfléchir et de se mettre d'accord sur des espaces de rangement, des espaces fermés, des espaces à chaque utilisateur, ou alors de se mettre d'accord, hein, sur un partage de l'utilisation et
et des éléments qui sont utilisés par tous, bah, ça doit aussi être réfléchi en amont. Mais ce qu'on porte sur tous ces éléments, c'est que ce qui est bon pour les scolaires, en général, ça l'est pour tous les autres usagers. Quand on pense bon pour un élève de primaire ou pour un élève de sixième, et ben ensuite ce sera bien souvent adaptable et aussi bon pour une école de basket, pour une école de hand, hein, d'avoir un certain nombre de tracés dans la largeur, bah, ça permet de multiplier aussi les pratiquants dans le gymnase pour le club le soir, pour les vacances. Donc voilà, nous ce qu'on porte vraiment, c'est quand c'est bon pour les scolaires, c'est bon pour tous les usagers. Donc c'est pour ça qu'on essaye de dire aux élus, ne nous oubliez pas lorsque vous concevez les équipements, parce qu'en général, quand vous pensez à nous, vous allez en général pouvoir satisfaire tous vos usagers. On a bien entendu. Une dernière petite question, parce qu'on a encore 2 minutes. Moi, je suis toujours... j'ai mon idée derrière la tête avec le degré tertiaire. Comment vous gérez ça, vous, l'obligation de répondre à ce décret et avec vos finances? Est-ce que du coup, vous passez à côté? Comment faire? Mais derrière, est-ce que c'est un bien et est-ce que du coup, ça pourrait être profitable pour l'avenir? Pour l'équipement et pour la planète, les deux. Là, je suis un peu en difficulté pour répondre. Hein. Notre souci, c'est qu'on nous, on est dans des contraintes parfois contradictoires. Et donc, on est face à... c'est pour ça que c'est difficile de répondre parce que il faut faire, parfois on fait des choix, mais ces choix ne sont pas pertinents ils sont pertinents pour telle problématique, mais pas pour une autre. Et on est un peu démunis. Et alors on cherche des solutions, mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, le temps de réflexion, le temps est très long, et parfois on a des changements dans les injonctions qui nous laissent un peu perplexes. Là, je suis très compliqué. Moi, c'était très difficile comme question. Ben, écoutez, on a terminé. Je voudrais juste vous dire, Sylvain vous a parlé d'un ouvrage là. Nous, on a un stand qui est juste à côté. Là, le SNEP FSU a un stand. Cet ouvrage, il est gratuit, téléchargeable en ligne, etc. Il est interactif. Vous cliquez sur la page, vous voulez les piscines, hop, vous allez directement sur les piscines. Vous voulez avoir un truc sur la qualité de l'air, vous avez ça. Un truc sur les tracés, vous cliquez, etc. Donc voilà, donc vous pouvez passer à côté, il n'y a aucun souci. Nous, on est prêts à partager tout ça. Voilà. Allez, une petite question. Bonjour tout le monde, je suis Abdoulaye Diabaté, je viens de la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde, comme on le dit chez nous. Et je suis là pour ce salon et je suis très heureux d'être à la Reine du Sport. Je suis auditeur en executive master au niveau de la gouvernance et de l'économie du sport, notamment au centre d'excellence régionale et de gouvernance de l'économie au niveau de l'Institut national polytechnique au Fort-Boigny de Yamoussoukro. Je suis par ailleurs président du club de ligue professionnelle, et ce qui fait que je suis aujourd'hui membre du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. J'ai été honoré par le président de la fédération, le président Yacine Idriss Diallo, qui m'a fait l'honneur de gérer une commission non des moindres. Je suis le président de la commission football jeunes et football en milieu scolaire. Et aujourd'hui, nous avons fait une belle CAN, la plus belle CAN, et nous avons remporté le trophée. Et nous sommes encore en route pour le Maroc avec notre marteau en poche, parce qu'on en donnera encore des coups de marteau. Et aujourd'hui, ma question est la suivante. C'est que je veux comprendre, dans un contexte d'héritage, parce que l'État a énormément investi pour qu'on ait des infrastructures sportives de haut niveau. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut concilier la qualité des infrastructures sportives
le respect de leur environnement dans un contexte d'après-CAN, parce que le segment sur lequel je suis, c'est le segment jeune. Comment encourager le football de masse et aussi le football en milieu scolaire. Mais tout ça dans des villes qui ont abrité la CAN avec de nouvelles infrastructures de haut niveau qu'il faut vraiment gérer pour les générations futures. Voilà ma petite question que j'ai voulu vous poser. Merci. Ouais, merci pour la question. Alors selon moi, hein, réussir un héritage post-championnat international, hein, parce que nous on est en post-JO, vous en post-CAN. D'abord, à mon avis, ce sera je l'ai évoqué, sur la localisation des équipements sportifs, avoir des équipements sportifs qui soient bien répartis sur les territoires et bien pensés pour qu'ils soient à proximité des lieux urbains. Et non pas complètement excentré, hein. On l'a vu malheureusement, hein, la nouvelle piscine olympique, elle est très intéressante, mais très éloignée de tout établissement scolaire, donc aucun établissement scolaire ne pourra y aller à pied par exemple, hein. Tous devront prendre des cars et des transports pour s'y rendre, donc je pense que ça c'est une première exigence, une première pour permettre une réussite de l'héritage, mais aussi sur la qualité des espaces. On l'a notamment dans notre résumé du référentiel, hein, le reset l'essentiel, sur la qualité des sols, et enfin, d'un point de vue des terrains extérieurs de foot, de rugby. Je pense que passer sur maintenant des terrains en synthétique, ce qui permet une utilisation sur un large temps de pratique, ça permet vraiment qu'on multiplie le nombre de jeunes qui vont pouvoir aller sur ces terrains-là. Et donc de pouvoir justement avoir un héritage qui permette à un plus grand nombre d'en bénéficier, quoi. Donc sur les deux aspects, je répondrai. Bah, merci à toutes et à tous et bon salon. Et on est là-bas si vous voulez. On le trouve où celui-ci